L'Institut de beauté Body Minute vous présente Magali Berda, Sud Radio. On vit pas dans la même France. Magali Berda sur Sud Radio, il est 20h03. J'espère que vous allez bien depuis hier. On a eu une émission très mouvementée hier. Pour le coup, on n'était pas du tout dans la même France. Je ne m'en suis toujours pas remise. Voilà, sur les machos. C'était le thème de la soirée. C'était exceptionnel. Alors, pour ce soir, donc, on va parler d'un sujet aussi qui divise sur le cyberharcèlement. Alors, Brigitte Macron, qui a été victime et qui est victime de cyberharcèlement. On sait qu'il y a eu des procès hier et aujourd'hui de ces différents harceleurs. La France devient-elle un pays d'harceleurs? On voit de plus en plus de dossiers ça ne s'arrête pas. Voilà, on va en parler ce soir. Je suis bien placée en plus pour savoir de quoi je parle. Et on reçoit pour ce débat Jimmy Dalidou, syndicat de cheminots, qui va débattre. Alors, qui est en plus d'être syndicat de cheminots. J'ai dit cheminots, je crois. Cheminots, syndicat des cheminots. J'ai dit cheminots. Non, j'ai dit cheminot. Oui, c'est pas grave. Tout va bien. Va débattre avec Thierry Pérez, qui est député RN de l'Isère et qui va nous rejoindre dans un petit moment. Alors, le but de l'émission, comme vous le savez, c'est de mettre en face à face des gens qui ne se parlent jamais. On casse les codes et c'est uniquement sur Sud Radio. On parle de sujets d'actualité qui deviennent des sujets politiques, puisque les sujets de société sont forcément liés à la politique. Sauf que beaucoup de gens ont décroché de la politique parce qu'ils n'y comprennent pas grand-chose, parce qu'ils n'ont pas les codes. Et c'est vrai que les influenceurs, les gens qui sont médiatisés, les personnalités publiques fédèrent des centaines, voire des millions de personnes. Et donc, on les aime ou qu'on ne les aime pas, eux, ils arrivent à parler avec les gens au quotidien. Donc on a décidé de réunir ces gens-là avec les politiques qui, eux aussi, s'adaptent et essayent de parler d'une autre manière. Voilà, c'est tout simplement le but de l'émission, et ramener les gens un petit peu à notre politique et à notre société. Alors, on a Mathias qui est en retard ce soir. Mathias, on va lui tirer les oreilles quand il arrive. Il a dû faire une date hier soir, il s'en est pas remise. N'est-ce pas, Yannick? Du coup, j'ai Yannick, oui, que vous ne connaissez pas, qui est le producteur de l'émission, qui est incroyable. Je l'aime d'amour. Il est là avec moi aujourd'hui. Oui, je sais, j'ai envie de te dire je t'aime. Qu'est-ce que t'as? Merci. Alors, donc voilà. Alors, bonsoir Jimmy. Merci d'être là. Bonsoir, merci à vous de m'avoir invité. Avec plaisir. Vous êtes syndicaliste, chroniqueur radio. Tout à fait. Aussi, donc le grand public vous connaît aussi sous le pseudonyme Doberman sur les réseaux sociaux. Tout à fait. Alors Doberman, pourquoi? Écoutez, c'était au départ, c'était presque une blague. D'accord. Donc c'était lorsque je me suis lancé sur certains réseaux sociaux comme TikTok. J'ai pris le pseudo de Doberman, puis finalement mes activités de chroniqueur international ont fait que certains auditeurs ont commencé à m'appeler Doberman, et puis c'est parti comme ça. Donc c'est Doberman, quoi. Jimmy Dalidou, après vous... Jimmy, Doberman, ouais, c'est pareil. il aboie, il grogne. J'aime bien mordre mes exploiteurs. Ouais. Ah ok, d'accord, bon, très bien. Alors, attention, ici on ne mord pas. Alors, donc votre parole, elle est directe et assumée. Vous revendiquez une expression plus libre, moins filtrée. Vous interpellez régulièrement les politiques pour leur demander d'être davantage à l'écoute des Français, de prendre au sérieux ce que vous appelez la parole du terrain. Si je dis bien les choses, celle qui vient de la vie quotidienne, du travail. On est ravis de vous recevoir ce soir pour parler des réseaux sociaux et de leurs dérives. Alors, qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir syndicaliste, puisque vous êtes syndicaliste des cheminots? Ça veut dire quoi, en gros, syndicaliste des cheminots? Écoutez, au départ, c'est un parcours de vie. Je viens d'une famille. Mon père était cuisinier, ma mère est secrétaire. Et j'ai grandi à Aulnay-sous-Bois, dans la cité des 3000. Donc c'est un endroit particulier. Mes parents sont issus de la classe ouvrière. J'ai observé mes parents galérer au travail pour nous apporter de quoi vivre, un minimum, à nous apporter des conditions d'existence à minima convenables. Et puis au final, au fur et à mesure du temps, voyant mes parents se tuer au travail, le temps est venu pour moi de travailler, et quand je me suis retrouvé moi-même au travail, j'ai constaté qu'il y avait une certaine souffrance au travail. Et en faisant certaines rencontres, j'ai commencé à lutter contre la souffrance au travail, parce que je crois que le travailleur, lorsqu'il va au travail, c'est pas pour souffrir. Il va au travail pour gagner sa vie, toucher un salaire qui normalement lui permettrait de vivre décemment et faire vivre ses enfants décemment, dignement. Et finalement, on s'aperçoit sur le terrain que la réalité n'est pas du tout celle-ci. Et je milite contre la souffrance au travail. Et alors, quel est votre regard aujourd'hui sur les réseaux sociaux?
Écoutez, je pense qu'à un moment, il faut qu'on analyse le monde qui nous entoure d'une manière rationnelle. Et je pense qu'il y a un nouveau monde qui se met en place, un nouveau monde algorithmique, un nouveau monde cyberconnecté. Et je pense que ce nouveau monde est piloté par des instances supranationales comme les GAFAM et qui ont à un moment mis en place des réseaux sociaux. Et je pense qu'à un moment, il faut prendre certaines décisions politiques, concrètes, pour qu'on puisse contrôler ce nouveau monde algorithmique. On peut pas accepter que certains jeunes, par exemple, soient cyberharcelés. Que ce soit des hommes politiques ou des jeunes, soient cyberharcelés et que les réseaux sociaux deviennent un terrain dans lequel nous constatons de certaines violences. Alors vous êtes d'accord qu'on peut dire sur les réseaux sociaux que c'est une zone de non-droit aujourd'hui ? Une zone de non-droit, oui et non, parce qu'il y a quand même c'est quand même à la base, ce sont des algorithmes. Sur un Twitter, par exemple, normalement, vous devriez respecter certaines règles. Mais à un moment, il faut que les hommes politiques puissent agir. Il faut qu'ils agissent, indépendamment de la position des GAFAM qui pilotent les réseaux sociaux. Donc je crois que c'est important parce que pour les auditeurs qui nous écoutent et puis notre cible, nous c'est une cible qui est plus jeune, c'est quoi les GAFAM ? Alors, les GAFAM, c'est Google, Amazon, Facebook, Apple et tous les, on va dire les mastodontes et multinationales qui à un moment ont créé des algorithmes, ont créé des réseaux sociaux. Et je crois que il faut à un moment intervenir au bon moment. Parce qu'il y a une contradiction entre d'un côté la liberté d'expression qui doit suivre son cours, qui doit se faire, c'est normal qu'il y ait une liberté d'expression, mais je crois que la liberté d'expression s'arrête lorsque l'intégrité physique et mentale des gens est remise en cause. Et c'est très clairement ce qu'on constate via le cyberharcèlement, par exemple, entre autres. Parce que c'est pas le seul. Le cyberharcèlement n'est pas la seule forme de harcèlement. Je pense notamment au harcèlement managérial sur le terrain, qui est une autre forme de violence, au final. D'accord. Alors, on vient de nous rejoindre, enfin, la star montante de Sud Radio, la star montante des réseaux sociaux. Je suis navré de mon retard, je suis désolé. Désolé, Jimmy. Ouais, c'est pas grave. Je suis en retard et c'est totalement de ma faute. J'étais en double fil. Ils ont enlevé ma voiture, du coup, je suis allé la chercher à la fourrière. Un mytho. Oui, je suis un mytho. Voilà, merci. Comment je ça savais va que c'était faux. Tout va bien? Eh ben écoute, ça va et toi? Vous avez commencé l'émission sans moi? Vous avez raison. On n'allait pas t'attendre. Tu sais, il y a des gens qui s'intéressent à cette émission. On a des choses à leur dire, donc c'est un peu tendu pour toi. Je tiens à m'excuser. Voilà, c'est bon, t'as fait une date hier soir? T'as fini même trop pas. tard? Ah non, même pas. T'as fait une date aujourd'hui alors? Mais je reconnais que je t'ai pas beaucoup vu au bureau aujourd'hui. Ah ben parce que j'avais énormément de travail à l'extérieur. Oui, bien sûr, le travail en extérieur. Vous voyez, Mathias, typiquement, fait partie de ces gens qui sont martyrisés au travail. Voilà exactement. Je fais un appel à l'aide. Oui, un appel à l'aide. On va poser un droit d'alerte pour vous. Alors, ce soir, on reçoit donc Jimmy Dalidou, alias Doberman, sur les réseaux sociaux. Il aboie très fort, attention. Et ce soir, il va débattre avec Thierry Pérez, qu'on va recevoir dans un instant sur Sud Radio, député Rassemblement National de l'Isère. Le thème, et je le dis très important pour moi ce soir, cette émission est très importante, comme tous les soirs bien évidemment. Brigitte Macron, victime de cyberharcèlement. La France devient-elle un pays d'harceleurs? Restez avec nous sur Sud Radio. On revient tout de suite et on accueille Thierry Pérez, député du RN. Institut de beauté Body Minute vous présente Magali Berda, Sud Radio. On vit pas dans la même France. Magali Berda sur Sud Radio, il est 20h13, nous sommes en direct du lundi au jeudi, on vit pas dans la même France et ce soir on a deux personnes que tout oppose, qui n'ont pas les mêmes convictions, la même vision des choses, mais qui sont venues pour débattre d'une manière la plus respectueuse possible. Moi je suis très contente de cette émission parce que nos débats en général se passent plutôt très bien. Toujours. Et on a eu des super surprises, c'est-à-dire qu'on s'est dit, oh là là, ce soir ça va être le chaos, et en fait, vraiment on arrive à avoir un truc... Les gens échangent leur numéro. Ouais, à la fin ils deviennent potes. On a un influenceur qui a été invité à l'Assemblée nationale. Ah non, on en a 3 qui ont été invités à l'Assemblée nationale. Alors, on reçoit Jimmy Dalidou, qui est alias Doberman, qui est animateur radio, chroniqueur radio, syndicat de cheminots, TikToker, qui a une grosse visibilité sur les réseaux sociaux, qui va débattre en face de Thierry Pérez, qui est député RN de l'Isère, et sur le sujet de Brigitte Macron. Actuellement, comme vous l'avez vu, il y a eu des procès de cyberharcèlement. Je crois qu'il y a eu 10 personnes en tout qui ont été jugées depuis hier, donc 2 jours de procès en cyberharcèlement. Est-ce que la France devient-elle un pays de harceleurs? C'est la question qu'on va se poser ce soir. Bonsoir Thierry Pérez, merci d'être là.
Bonsoir, merci pour votre invitation. Eh ben avec grand plaisir, merci d'être venu. Alors vous êtes député du Rassemblement national de l'Isère, vous êtes engagé sur les questions de souveraineté et de protection de la jeunesse. Vous avez siégé notamment au sein de la commission d'enquête consacrée à TikTok. Donc vous êtes totalement dedans, quoi. On a un député qui était là. On a enfin un député de la commission TikTok. Enfin. Non, on en a eu une aussi. Ouais. À ce titre, vous vous intéressez particulièrement à l'impact de la plateforme sur les usages de mineurs, aux enjeux de désinformation et à l'influence étrangère potentielle. Votre action vise à encadrer davantage ces outils numériques afin de mieux protéger les Français. Est-ce que j'ai bien résumé ? C'est plutôt pas mal. Ah, merci. Ça merci. Oui, j'ai un cerveau. On vous demandait la dernière fois. Merci Annick Florian pour l'écriture. J'ai eu un bel article de Télérama sur mon émission. Quand j'ai lu l'article, j'avais l'impression que j'avais pas de cerveau. Je devais être une débile. C'était marrant. Bref, pourquoi vous avez décidé de vous lancer en politique ? Bien, écoutez, j'ai eu une vie de salarié, de chef d'entreprise au préalable. Et puis, j'étais extrêmement critique sur tout ce qui pouvait se passer en France. Je vous parle de ça, c'était dans les années 2010 à peu près. Et à un moment, je me suis dit, je vais arrêter de critiquer, de râler dans mon coin. Je vais me mobiliser aussi. Ma vie professionnelle me l'a permis à un moment donné. Et je me suis dit, je vais m'engager en politique vraiment. Et je suis rentré après que Marine Le Pen ait pris la présidence du mouvement Front National puis Rassemblement National. Et je me suis engagé dans ce parti parce qu'il correspondait dans la majorité de ses points à mes valeurs, à ce dont j'avais envie pour mon pays, la France, pour nos concitoyens. Et je me suis engagé en politique. J'ai été élu conseiller municipal. Et puis ensuite, la vie a fait que j'ai déménagé. Je suis parti en Isère. Et de là, je suis effectivement devenu député. Marine Le Pen, ça a été un vrai changement pour vous ? Oui, parce que c'est quelqu'un qui est de ma génération. On a mais avant, 2 ans d'écart. Vous ne seriez pas rentré ? Le Pen, ouais. Je ne sais pas. Je pense que c'est difficile de répondre à cette question parce que je me la posais pas à l'époque. Après, je pense que effectivement, Jean-Marie Le Pen a été un homme politique de premier plan dans la durée et dans sa capacité à lancer un certain nombre d'alertes sur ce qui guettait notre pays. Voilà. Bon, après, il y a des choses sur lesquelles j'étais pas du tout en accord avec lui, mais encore une fois, il y a aussi une différence générationnelle. Voilà. Mais en tout cas, Marine Le Pen aujourd'hui et Jordan Bardella, qui a pris la présidence du mouvement, sont des gens en qui j'ai confiance. Et c'était important pour vous de rentrer dans cette commission TikTok ? Oui, très important, parce que ça fait des années que je me dis, si on continue comme ça, et je vais vous dire une phrase peut-être un petit peu choc, mais on avait l'habitude de dire quelle planète on va laisser à nos enfants en parlant du climat, de l'environnement, etc., ce qui est pas faux. Et quand je vois l'essor du numérique, des réseaux sociaux notamment, et de la manière dont c'est en train d'influencer mentalement la jeunesse, j'ai envie de dire, mais quels enfants on va laisser à notre planète ? Mais ça m'inquiète. C'est paradoxal aussi, parce que Jordan Bardella, il est très très présent sur TikTok. Oui, mais parce qu'aujourd'hui, c'est un passage obligé. Enfin, je veux dire, on peut pas ne pas communiquer par ces réseaux sociaux. Pardon ? Vous avez un compte TikTok ? Alors oui, mais que je ne gère pas personnellement. C'est un de mes collaborateurs, ici présent d'ailleurs, qui s'en occupe, tout comme le compte Twitter, etc. Mon téléphone est vide de toute application réseau social. Vous avez combien d'abonnés sur vos réseaux ? Je n'en sais rien. Le collaborateur, allô ? Combien on a d'abonnés sur TikTok ? TikTok, on a avoisine les 2000. Quelques 2000 abonnés. Voilà. Ok. Ok. Alors, on entend de plus en plus parler de cyberharcèlement. Pourtant, c'est pas nouveau. Pourquoi aujourd'hui, à votre sens, on en entend de plus en plus parler ? Parce que ces outils numériques, toutes ces plateformes sont une caisse de résonance de beaucoup de maux de la société, de beaucoup de violences. Là où avant, les choses se passaient verbalement. Et c'est très différent, la communication verbale et la communication numérique. La communication verbale, vous vous apprêtez à dire quelque chose de désagréable à quelqu'un, il y a un rapport physique qui fait que vous arrêtez assez vite, où vous avez la désapprobation des autres. Sur le numérique, vous êtes caché derrière un écran, planqué chez vous, dans votre lit, dans votre salon, en voiture, n'importe où, et vous pouvez effectivement vous déchaîner à toute heure du jour ou de la nuit. Donc c'est très différent de la vraie communication verbale, et je pense que beaucoup de gens, et moi ce que je trouve inquiétant, c'est que ça touche des jeunes, de plus en plus jeunes. Je vous cite l'exemple, il y a quelques jours, d'un enfant de 8 ans violé par un autre enfant de 9 ans, le tout filmé par un ado de 13 ans.
et les images diffusées sur des plateformes, enfin sur des réseaux, WhatsApp ou autres, pour montrer aux autres. Je veux dire, c'est effrayant de voir ça. Et moi, je trouve ça totalement délirant que l'on ne soit pas plus conscient que la collectivité tout entière, à commencer par les parents de ces enfants, parce qu'un enfant de 8 ans, il a des parents, a priori. Et je m'insurge contre ça, et c'est pour ça que j'ai voulu faire partie, pour répondre à votre question initiale, de la commission TikTok, parce que je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire, à faire, à regarder, et il faut être extrêmement, il faut qu'on soit extrêmement vigilant par rapport à ça, parce que c'est une bombe à retardement. Alors justement, nos jeunes sont de plus en plus touchés par le harcèlement en ligne. Vous pensez qu'il faut faire quoi pour essayer de stopper tous ces harcèlements ? Déjà, revenir aux fondamentaux. Chacun a droit au respect de sa vie privée. C'est l'article 9 du Code civil. Et quiconque est punissable. Donc déjà, je pense que toutes, et j'en reviens à ce que vous disiez en introduction sur l'affaire Brigitte Macron, qui a droit, comme tout le monde, au respect de sa vie privée. Donc il faut effectivement dénoncer, combattre tous ces cyberharcèlements. Alors encore plus quand ils viennent de mineurs. Parce que, alors, ils comprennent pas forcément ce qu'ils font, ils ne se rendent pas forcément compte de la portée. La différence, le harcèlement à l'école a toujours existé. Bien sûr. Voilà. Sauf qu'aujourd'hui, là où le harcèlement s'arrêtait à l'école, s'arrêtait à 16h ou 17h, maintenant, il continue le jour, la nuit, le week-end, tout le temps, pendant les vacances, etc. Et aujourd'hui, il y a des enfants, n'oublions pas qu'il y a des enfants qui se suicident à cause de ça. On en est quand même là. Et des enfants jeunes. On parle d'enfants de 12 ans. Alors pour vous, qui est responsable ? En fait, si aujourd'hui on doit nommer un responsable, il y a toujours une responsabilité et il peut y avoir plusieurs responsabilités. Mais le plus gros responsable de toutes ces dérives, pour vous, c'est qui ? C'est les gens ? C'est les plateformes ? C'est les politiques ? C'est un petit peu compliqué de répondre à cette question. Alors évidemment, les plateformes, puisque les plateformes hébergent ce cyberharcèlement, elles permettent, elles sont le véhicule. Sans ces plateformes, le cyberharcèlement ne serait pas possible. Donc les plateformes sont en premier lieu, et il y a un débat là-dessus, est-ce que ce sont des hébergeurs ou des éditeurs ? C'est toute la différence. Demain, un journal papier où vous diffusez une information totalement diffamante, diffamatoire, horrible, violente, etc., vous allez être mis en responsabilité. Demain, il faudrait qu'un TikTok, un Instagram ou autre puisse être mis en responsabilité sur le contenu qu'il diffuse. Quand on voit qu'un individu sans casque, qui fait un refus d'obtempérer, c'était il y a quelques jours, je ne sais plus où en France, se filme au volant de sa moto sans casque, il fait un refus d'obtempérer, il prend un sens interdit, il manque d'écraser des piétons, etc. Il diffuse sa vidéo sur une plateforme, à un moment donné, je suis désolé, la plateforme, elle a aussi une responsabilité par rapport à ça. C'est-à-dire que l'individu aurait pas dû le faire parce c'est un délinquant, voire potentiellement un criminel de la route, mais la plateforme, elle a diffusé ces images. Donc à un moment donné, il y a cette responsabilité. Et puis il y a une responsabilité, évidemment, collective des parents, j'allais dire, puisque là on parle aussi dans le cyberharcèlement, il y a beaucoup de mineurs concernés, donc il y a une responsabilité évidemment des parents. Et puis on a souvent un métro de retard ou un TGV de retard sur la loi. Pourquoi l'État laisse faire depuis si longtemps ? Pourquoi on n'a pas incité les plateformes ou obligé les plateformes à avoir beaucoup plus de vigilance, de modération ? Parce qu'aujourd'hui, TikTok, je crois, c'est 580 modérateurs. Il doit y avoir 4 millions de vidéos par minute. Pourquoi se fixer, après je laisserai parler d'Obermann, pourquoi se figer comme ça sur TikTok et Twitter au milieu de tout ça ? Parce que Twitter, c'est quand même un déferlement de haine. Alors, je vais vous répondre. Personnellement, lorsque cette commission d'enquête a été créée, j'avais fait un amendement pour qu'on l'étende à toutes les plateformes en fait, puisque toutes répondent à peu près des mêmes principes algorithmiques, des mêmes principes de non-modération. Voilà. Et la présidence de la commission m'a dit non, on va rester sur TikTok, etc. Mais moi, j'étais favorable à ce qu'on parle de tout le monde et pas simplement cibler TikTok. Et Doberman, qu'est-ce que vous pensez qui porte la responsabilité pour vous ? Écoutez, ça m'étonne un petit peu de ne pas entendre monsieur le député qui, vous parlez des responsabilités, des prérogatives de certains acteurs. Vous avez parlé des responsabilités collectives, de la responsabilité des parents, etc., etc. C'est une réalité. Mais je pense qu'il faut viser aussi les responsables politiques. Je pense qu'à un moment, il faut analyser le monde d'une manière rationnelle. Et le monde qui nous entoure, il est clair. C'est que la violence dans les réseaux sociaux, souvent, sont précédées par une certaine violence
politique. Et donc je pense qu'à un moment, lorsque certaines formations politiques, certains hommes politiques adoptent des positions politiques particulièrement nauséabondes, à un moment, il faut prendre ses responsabilités aussi à ce niveau-là. Je prends un exemple. Un homme politique, dernièrement, priori d'extrême droite, lorsqu'il y a eu le vol des bijoux au Louvre, lorsqu'on lui a posé la question quelle était la cause de ce vol des bijoux, il a mis en exergue le fait que les deux cambrioleurs étaient d'origine malienne et algérienne. Et moi, j'aurais préféré qu'on mette en avant le fait qu'il y avait eu une grève au Louvre au mois de juin 2025, dans laquelle le personnel du Louvre, organisé par les syndicats, avait mis en exergue des revendications qui dénonçaient les 200 suppressions de postes, et notamment aussi les conditions de travail exécrables, et le fait que les salariés qui sont dotés de plus de contrats de travail particulièrement précaires, ne connaissent pas les procédures. Vous voyez ? Donc ça, c'est une position politique particulièrement nauséabonde. Donc après, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait donc ce genre de position politique peut générer des positions très violentes sur les réseaux sociaux. Justifie le cyberharcèlement des jeunes aujourd'hui. Enfin, le cambriolage du Louvre n'a rien à voir avec le... Permettez-moi effectivement de répondre. Je crois que, cher monsieur, vous mélangez un petit peu tout. Non, je suis factuel. Non, enfin, je vois pas le rapport entre ce qui peut être dit sur des événements comme le cambriolage du Louvre et autres, et des gamins de 12 ans qui se déchaînent sur leurs camarades de classe pendant des mois et des semaines sur des sujets divers et variés. Pourtant, la causalité, elle est claire. Je vois vraiment pas le rapport. Pas dire ce que je n'ai pas dit. Évidemment, le cyberharcèlement sur les réseaux sociaux sont totalement condamnables. Il faut agir de manière rationnelle. Mais ce que je dis, c'est que certaines positions politiques, lorsque ce sont des positions politiques particulièrement violentes, parce que adopter ce genre de propos c'est violent, il ne faut pas s'étonner à ce qu'il y ait des conséquences qui sont malheureusement ces conséquences et qui sont encore une fois condamnables. Vous parliez d'extrême droite en me désignant. Je ne suis pas d'extrême droite. Je reste factuel sur les éléments objectifs. Votre ami est néanmoins un de mes collègues, Raphaël Arnaud, député du Vaucluse, qui aujourd'hui a fait un tweet, paraît-il, en disant qu'il allait dézinguer les nationalistes. Est-ce que... Qu'entend-il par dézinguer? En langue française, dézinguer quelqu'un, ça veut dire le mettre à plat, l'affaiblir ou le détruire. Bon. Donc, moi, j'ai envie de vous renvoyer la même chose en disant, commencez aussi par tout le monde et ne dénoncez pas l'extrême droite en particulier. Encore une fois, je ne suis pas d'extrême droite. Non, je parle de position politique et le fait que lorsqu'on est... Je vous redonne la parole. Donc simplement, pour remettre les choses Jimmy va vous répondre, monsieur le député, sur le tweet de Raphaël Arnaud. Juste après ça, restez avec nous sur Sud Radio et on entendra la réponse de Jimmy sur le fameux tweet de Raphaël Arnaud, qu'on va retrouver d'ailleurs, si Yannick peut le retrouver. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Magali Berda sur Sud Radio, il est 20h30, nous sommes en direct, on vit pas dans la même France, je reprends cette émission avec le sourire, j'ai mon mari qui me regarde très bizarrement, qui a l'habitude de me mettre très mal à l'aise. Alors, on reçoit ce soir Jimmy Dalidou, qui est syndicat de cheminots, chroniqueur radio, animateur radio, qui débat avec Thierry Pérez, député RN de l'Isère, sur un sujet pour le cyberharcèlement, puisqu'il s'agit des procès de Brigitte Macron, pour Brigitte Macron, là, depuis 2 jours, victime de cyberharcèlement. La France devient-elle un pays d'harceleurs? Jimmy, vous avez un peu pointé du doigt l'extrême droite en disant que suite au comportement de certains, ça peut pousser à avoir des attitudes violentes sur les réseaux sociaux. Monsieur le député Thierry Pérez vous répond en vous disant qu'aujourd'hui, puisque vous l'avez affiché, on peut le dire, vous êtes particulièrement de gauche. Moi, je suis plutôt révolutionnaire. Mais après, révolutionnaire, c'est quoi? De gauche, parce que pour moi, de gauche. La notion de gauche est un peu particulière. LFI, vous adhérez ou pas? Je pense que LFI est une nécessité politique, oui. Ah oui. C'est révolutionnaire alors pour vous? Non, ce que je dis, c'est que moi, on me pose des questions concernant mes idées. Oui, mais c'est très sympa d'y répondre. Parce que vous n'êtes pas obligé. Maintenant, la LFI, je pense que c'est une formation politique nécessaire. Alors je ne suis pas chez LFI. Non, j'entends. Donc du coup, monsieur le député vous répond en vous disant, ok, très bien, vous pointez du doigt à la droite ou l'extrême droite, mais en attendant, au LFI par exemple aujourd'hui, ou à la LFI, je ne sais pas trop, pardonnez-moi, moi je parle un peu à la cool, à la Jones, vous avez, il y a eu un tweet
aujourd'hui de Raphaël Arnaud, qui est membre du LFI, qui dit qu'en réponse à Éric Zemmour, il y a eu un petit accrochage sur les réseaux sociaux, suprémacistes, religieux ou nationalistes, on va tous vous dézinguer. Est-ce que ça, pour vous, c'est un tweet violent ou pas violent ? Alors, il aurait peut-être dû prendre des précautions de forme. Après, je comprends qu'il y ait des contradictions au niveau politique. Je pense qu'à un moment, non, là, il y a c'est de la menace. Est-ce que là, est-ce que vous arrivez à mettre au même niveau du coup ? Oui, non, mais dire il faut le dézinguer, non, je cautionne pas. Mais après, je pense qu'à un moment, peut-être qu'il y a eu, je sais pas, j'ai pas pris connaissance de ce tweet, j'ai pas suivi la discussion. Il faut revenir dans le contexte, mais en tout cas, effectivement, dans la forme, les précautions de forme n'ont pas été prises. Je pense que la loi de la contradiction, c'est-à-dire la contradiction, le pluralisme d'idées est important. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui à discuter avec monsieur le député, même si je ne suis absolument pas d'accord avec la position de sa formation politique. Mais je pense que le pluralisme d'idées a parfois abouti à des clashs, à des comportements qui... On perd des fois le contrôle. Après, est-ce que pour vous, j'ai une question, voilà, peut-être qu'il faut lui demander à lui. Pour vous, quand un politique, une personne lambda dit sur les réseaux « je vais te dézinguer », pour vous, c'est une menace ou c'est juste une liberté d'expression ? Ça ressemble plutôt à une menace, effectivement. Et est-ce que c'est pas encore plus grave quand c'est carrément un politique qui dit ça ? Écoutez, je pense qu'à un moment, il faut, d'une manière générale, alors sans viser aucune formation politique, je pense qu'à un moment, il faut se positionner, se dire, que représente un homme politique ? À la base, un homme politique représente une légitimité morale. Que ce soit de l'extrême droite à LFI. Et je pense qu'on a un problème dans ce pays, c'est que les hommes politiques ne sont pas perçus comme une légitimité morale. Au contraire, il y a un phénomène de dégoût qui existe dans ce pays. C'est factuel. Moi, je le constate tous les jours dans mon rôle de syndicaliste. Il y a un dégoût de la politique. Que ce soit, les gens, ils se disent que ce soit à gauche ou à droite, ce sont les mêmes. Ce sont les mêmes vendus. Alors, en gros, c'est ce qu'ils disent. Lorsqu'on normalement représente une légitimité morale, on se doit de mettre en exergue une ligne politique rationnelle, juste, cohérente. Et c'est pas le cas actuellement en France. Oui, je reprends aussi un autre exemple, dont j'avais déjà parlé, moi qui m'avait particulièrement choqué, de Sébastien Delogu, membre aussi du LFI, qui s'est retrouvé un jour en face de jeunes, ça a été filmé, donc c'est une vidéo qui a beaucoup tourné sur les réseaux sociaux, et qui s'adresse à ces jeunes en leur disant, si vous vous organisez, vous faites sauter la mairie, vous faites sauter les institutions, ceux qui ne s'occupent pas de vous. C'est une déclaration qui a été faite devant des jeunes en banlieue. Est-ce que pour vous, ces déclarations-là encouragent ces gens du coup à être violents et à l'être aussi sur les réseaux sociaux du coup ? Si j'entends votre raisonnement, c'est ce qu'on peut dire. Non, je dis, c'est qu'à un moment, il faut s'organiser politiquement. Je pense qu'à un moment, il faut arrêter d'attendre quelque chose auprès des hommes politiques. Bon, déjà, on a lui fait mal au centre alors. On est d'accord. Non, ce que je veux dire, c'est lorsqu'on est citoyen, on a un certain rôle d'initiative. Être citoyen, ça ne veut pas dire être passif. Donc, je pense que M. Delogu a voulu dire, à sa manière à lui, qu'à un moment, lorsqu'on est citoyen et qu'on veut changer les choses dans ce pays, il faut prendre en main son avenir politique, prendre en main son propre destin. Il faut devenir actif et cesser d'être passif. En faisant sauter les mairies, c'est un peu. Non, mais je pense qu'à un moment, je pense que la contradiction d'idées, elle est là. Et les idées, je pense qu'effectivement, il y a une progression des idées. Oui. Des idées insurrectionnalistes à cause de... Et ça fait partie de la vie. Alors, monsieur le député... Oui, mais écoutez, moi j'aimerais bien qu'on revienne sur le sujet du cyberharcèlement, parce que là, si on commence à parler à partir sur les délires de LFI, on va y passer 3 semaines, parce qu'il y a vraiment de quoi faire. Effectivement, ce sont des gens qui sont totalement irresponsables dans leurs mots, dans leur posture. Je vous rejoins en disant que les responsables politiques ont effectivement... et une responsabilité morale importante dans la manière dont ils se comportent. Ils doivent être des exemples, et tout ce qu'on vient de dire là montre bien l'intolérance et la dangerosité de tous ces représentants LFI qui se comportent de la même manière à l'Assemblée nationale. L'extrême droite refuse de voter l'augmentation du SMIC. Et lorsque l'extrême droite refuse d'indexer les salaires sur l'inflation. On peut en parler parce que dit comme ça, vous avez tout faux. C'est pas du tout ça. Non, c'est pas du tout ça le sujet. Je suis pas sûr que ce soit le thème de l'émission, mais vous avez complètement, vous avez tort là-dessus. Je vais reprendre sur Brigitte Macron. Donc, je rappelle qu'aujourd'hui 10 personnes sont jugées à Paris pour cyberharcèlement envers Brigitte Macron, accusée à tort sur les réseaux sociaux d'être un homme, d'avoir usurpé l'identité de son frère. Sa fille Tiffaine Ozière a décrit devant le tribunal une dégradation des conditions
conditions de santé de sa mère, devenue anxieuse, constamment sur le qui-vive et contrainte de surveiller son image. Les rumeurs alimentées depuis 4 ans par des contenus complotistes et relayées notamment par des figures comme Zoé Sagan ou Candace Owens. Alors Zoé Sagan qui était présent au tribunal aujourd'hui. Les prévenus invoquent la satire, la liberté d'expression. On se demande donc ce soir si mettre complètement à bas, enfin pour moi, hein, parce que ce qui s'est passé, et ça c'est une opinion personnelle et je le dis ouvertement, mettre complètement, quasiment à mort une femme sur son psychique, parce que pour moi quand on s'acharne autant sur quelqu'un c'est une mise à mort psychique, ce qu'est le cyberharcèlement. Pour l'avoir vécu, je peux vous en parler. Est-ce que aujourd'hui, comment, monsieur le député, on en arrive à de telles extrémités? Comment on en arrive à devoir attendre autant de temps? Alors je prends, l'exemple, et ça j'aimerais bien vous entendre là-dessus, je prends par exemple... Pardonnez-moi, l'exemple de Booba, qui a été mis en examen dans mon affaire, placé sous contrôle judiciaire. Ils ont dû ouvrir une instruction, hein, une ouverture d'information judiciaire parce qu'il ne se présentait pas à ces convocations policières. Ça a duré donc 1 an et demi, le temps d'avoir cette ouverture d'information judiciaire. Ensuite, il a été convoqué là-bas au Portugal. Bref... mise en examen, contrôle judiciaire. Il va être jugé là en décembre parce qu'il a aussi été placé en garde à vue pour harcèlement sur une journaliste et un essayiste, donc il va être jugé en décembre. Là, il vient d'être interpellé une 3e fois pour du cyberharcèlement aggravé sur Demdem, la femme du rappeur Gims, et puis il repart à Miami tranquillement. En fait, on se dit, pourquoi ces violences, si ça avait été quelqu'un qui faisait des violences physiques sur une personne, c'est-à-dire quelqu'un qui aurait, pardonnez-moi, mais je le dis très clairement aussi, violé ou tabassé une femme une fois, il aurait eu, du sursis ou peut-être moins de 2 ans, donc pas de prison. 2e fois, il aurait eu une peine plus sévère. 3e fois, alors là, il n'a pas encore été condamné, il ne l'est pas encore, mais on est sur une 3e quasiment mise en examen. Comment il n'y a pas un contrôle judiciaire encore plus solide pour l'interdire de sortir du territoire, pour qu'il puisse se présenter à ces différents procès qui vont avoir lieu, pour que les victimes, nous ayons justice? On se dit, est-ce qu'on attend les suicides des gens pour faire des manifestations dans les rues, pour se réveiller? Est-ce qu'on attend que ces jeunes, par exemple, puisque bon, c'est le cas pour moi, ça aurait pu être le cas de mes enfants, parce que moi, mes enfants ont aussi été harcelés par Booba, s'il y avait eu un suicide, est-ce qu'à ce moment-là, Booba aurait été tout de suite placé en détention provisoire? Est-ce qu'il faut attendre la mort des gens pour réagir? Alors, écoutez, moi je ne peux que souscrire à ce que vous dites, dans la mesure où tout ça est choquant. Booba qui est présumé innocent, je le rappelle, hein, pour... Tout à fait. Tout ça est choquant, extrêmement dérangeant, mais vous savez, malheureusement, je crains que ce soit le cas de la justice en son ensemble. Il n'y a pas très longtemps, il y a quelques jours, dans mon département, un homme a été arrêté pour une dizaine de cambriolages. Il est placé sous contrôle judiciaire en attente de son procès en juin 2026. C'est-à-dire dans quasiment 9 mois. Entre-temps, il peut en cambrioler encore des gens. Alors, le cambriolage n'est pas le cyberharcèlement, c'est encore autre chose, mais c'est un traumatisme. Quelqu'un qui rentre chez lui, qui s'aperçoit qu'il a été cambriolé, c'est horrible. Voilà, donc j'ai envie de vous dire, il n'y a pas de passe-droit, ni pour les uns, ni pour les autres, et malheureusement, on a une justice qui est trop lente à instruire, qui... parfois devant des faits qui sont évidents, qui sont prouvés, qui sont documentés, et pour autant, il n'y a pas de réaction rapide, mais encore une fois, c'est surtout... Je le justifie pas. Non, mais comment on peut le justifier? Non, comment on peut le rectifier, du coup? C'est l'organisation de la justice, la rapidité des procédures, je veux dire, il y a tout un travail. Vous savez, en France, la justice, l'éducation, la santé, il y a tout à revoir, hein. Il faut tout refaire. Oui, donc, mais voilà. Là, on voit beaucoup de politiques, énormément de politiques. Moi, je l'ai vu aussi s'exprimer sur des plateaux de radio, de télé, etc., écrire des bouquins, etc., etc. Mais finalement, moi, par exemple, on n'a jamais été contacté par une commission d'enquête ou par un groupe de travail à l'Assemblée nationale pour pouvoir mettre des lois, faire voter une loi peut-être pour qu'elle soit plus rapide pour le cyberharcèlement. Ils sont où les politiques finalement là-dedans? Je pense pas que c'est un problème de loi, c'est un problème de fonctionnement de la justice. Alors peut-être qu'effectivement il manque aujourd'hui parce que, je vous le disais tout à l'heure, on a souvent un métro de retard, voire 2. Peut-être qu'effectivement le cyberharcèlement est allé tellement vite que la société de droit ne s'est pas organisée en conséquence, et on pourrait parler de l'IA
L'IA est un futur, enfin même actuel, danger potentiel. Danger. C'est formidable l'IA. Je remets pas du tout l'IA entre les mains de médecins, de chercheurs, de scientifiques, de juristes, de plein de gens. C'est formidable. L'IA entre les mains d'enfants de 12 ans. Vous allez voir ce que ça va donner. Ça va juste être du grand n'importe quoi. Cet été en Espagne, un jeune de 16 ans a été arrêté par la police parce qu'il avait pris des photos de ses camarades féminines de classe, donc 16 ans, seconde, et grâce à l'IA, il les avait dénudées. Et il a rebalancé toutes les photos sur je ne sais quelle... voilà, donc imaginez la réaction de ces jeunes filles qui se sont retrouvées dans cette situation, voilà. Il a été arrêté, et ça, merci l'IA. Donc, encore une fois, l'IA formidable. Alors, l'IA entre les mains d'enfants, bien sûr, c'est juste un danger phénoménal en termes de désinformation, on peut faire n'importe quoi avec. Pour en revenir à votre sujet, je crois qu'il y a une organisation de la justice qui est à revoir, et qui doit remettre au centre, au cœur de tout, la victime. Voilà. Parce que là, aujourd'hui, on a l'impression qu'on protège un petit peu plus les présumés coupables ou les présumés que les victimes. Il faut remettre la victime au centre du sujet. Alors on va parler de toutes ces institutions aussi qui ont été créées juste après ça. Restez sur Sud Radio. On va parler du PNLH, du Parquet national de la lutte contre la haine en ligne, qui a été créé aussi pour lutter contre le cyberharcèlement. C'est important que les gens sachent ce qui se passe, quels moyens, quels recours ils ont aujourd'hui. Et on prendra David, notre auditeur, qui reste avec nous sur Sud Radio. À tout de suite. Magali Berda sur Sud Radio, il est 20h44, nous sommes en direct, on vit pas dans la même France, sur un sujet qui fait beaucoup parler, et Dieu sait qu'il est très présent dans notre société, le cyberharcèlement, avec les procès qui ont lieu depuis hier pour Brigitte Macron. La France devient-elle un pays de harceleurs? Et on reçoit avec nous David, notre auditeur. Bonsoir David. Allô. Bonsoir oui, David, ça va? Bonsoir. Oui, très bien et vous? Oui, très bien, ça va. Merci d'être là David. Avec plaisir. Alors, vous nous écoutez depuis tout à l'heure. Qu'est-ce que vous pensez un peu de tout ça? Bon, déjà, je regrette que sur un sujet aussi important, automatiquement, on le politise. Le harcèlement, il n'est pas de gauche, il n'est pas de droite. Le harcèlement, il est suivi par des gens de partout. Et donc, dès qu'on veut politiser, la problématique, c'est, alors je reprendrai un proverbe un peu connu, c'est que lorsqu'on veut monter au cocotier, on s'assure d'avoir les fesses propres. Et je pense que les politiques, parfois, il faudrait bien réfléchir avant de parler sur certains sujets. Parce que alors je partage pas forcément les idées de Monsieur le député, mais oui, la violence sur les réseaux sociaux, elle est due à tout le monde, et je pense que LFI n'a pas le monopole de la, comment dirais-je, du like, si je puis dire. Voilà. Donc voilà. Ensuite, pour ce qui est du harcèlement, oui, malheureusement, alors Internet, comme beaucoup d'outils, c'est un formidable outil. Et heureusement, c'est certains qui s'en servent et qui viennent le dénaturer. Et là, ça prend des proportions où, comme vous en parliez, on peut aller jusqu'à des suicides d'enfants. Et là, ça devient dramatique. Ça devient dramatique, tout ça, parce qu'on a des gens aussi qui s'enferment dans un tunnel idéologique ou un tunnel émotionnel. Ils ne voient plus que ça, ils ne veulent pas démordre. Et si on reprend l'affaire de Madame Macron, bon, voilà, on est rentré, certains sont entrés dans un tunnel qui, en plus, pour certains, doivent leur rapporter intellectuellement ou autre. Ils en font leur business et ça devient de plus en plus dangereux. Alors, qu'est-ce que vous recommandez, vous, sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce qu'on peut faire, à votre avis? Est-ce que vous avez une idée? Enfin, c'est une table d'échange aussi, au-delà du débat, c'est aussi beaucoup d'échanges dans cette émission. Qu'est-ce que vous pensez, vous, David? La problématique, c'est qu'il y a plein de sujets qui viennent se percuter, si je veux dire. Il y a la problématique des plateformes, comme ça a été soulevé. Les plateformes, c'est les premiers responsables, c'est à elles d'être capables de faire la police. Ensuite, il y a la responsabilisation, mais la responsabilisation de tous. Nos hommes politiques, comme ça a été dit, mais la responsabilisation des parents. Les enfants, c'est plus compliqué parce que les enfants, ils ont tous besoin d'un modèle. Et donc, c'est la responsabilisation des modèles, que ce soit les influenceurs, que ce soit les stars, les sportifs et autres, c'est à eux, quelque part, à retrouver une certaine éthique pour donner une certaine image. Et je reprendrai, à chaque fois, on a ces problèmes-là, on a des sportifs qui vont venir s'exprimer sur des sujets qu'ils ne maîtrisent pas, mais on va les écouter parce que ce sont des sportifs et des célébrités, pareil pour les chanteurs, etc. Après, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est très compliqué.
on va pas demander à enfermer tous les enfants qui harcèlent sur le net. Non, puis de toute façon, c'est pas que des enfants. Voilà. Malheureusement, c'est souvent des adultes qui harcèlent. Non, mais bon, lorsqu'il y a des adultes, je pense qu'il y a une justice en France qui effectivement est trop lente. Mais déjà, servons-nous des outils qui existent déjà. Et après, malheureusement, comme disait monsieur le député, on est dans un monde qui s'accélère. Et aujourd'hui, c'est l'IA, demain ce sera autre chose. Et on a toujours un train de retard. La problématique, elle est là, c'est d'avoir ce train de retard. Donc il faut être capable d'anticiper les choses, comme pour beaucoup. Alors merci beaucoup David, merci d'avoir été avec nous, restez d'ailleurs à notre écoute et à très bientôt. Merci à vous, bonne soirée David. Bonne soirée. Mathias a reçu une question d'un auditeur sur le live pour monsieur le député. Ouais. Vous pensez qu'il faut instaurer des cours à l'école pour apprendre à utiliser les réseaux sociaux ? Oui, franchement oui, je pense qu'une initiation poussée aux réseaux sociaux, leurs avantages, leurs inconvénients, les risques, les dangers, et notamment sur l'addiction et le temps passé. L'Institut Montaigne a sorti une étude assez poussée sur plus le temps d'exposition était élevé, plus le taux de dépression déclaré était élevé aussi. Donc ça veut bien dire que les réseaux sociaux sont dangereux pour la santé mentale. Est-ce que c'est pas une urgence de le mettre dès maintenant ? C'est carrément une urgence, oui. Jimmy, qu'est-ce que vous pensez ça de faire des cours pour les enfants à l'école ? Je pense qu'effectivement, il faut une approche pédagogique. Je suis pas pour l'interdiction. Et il faut s'y prendre dès maintenant parce qu'effectivement, l'intelligence artificielle va arriver. C'est inévitable. Ça fait partie du monde algorithmique cybernétisé qui se met en place. Et je pense que les enfants doivent être formés dès maintenant. Et effectivement, il faut agir à ce niveau-là, au niveau de la pédagogie, au niveau leur apprendre à utiliser d'une manière rationnelle les réseaux sociaux. Mais aussi, il faut aussi agir au niveau du fonctionnement des RSOC. Je pense notamment aux brigades numériques. Il y a des brigades numériques qui existent, il y a des faux comptes qui sont créés. Et malheureusement, nos enfants, lorsqu'ils sont sur les réseaux sociaux, ils sont les principales victimes de ce fonctionnement. Donc effectivement, il faut une approche pédagogique. Mais je pense pas qu'effectivement, parce que vous savez, c'est le fameux débat, est-ce qu'il faut interdire ou est-ce qu'il faut... Je suis plutôt pour une approche pédagogique plutôt que l'interdiction, parce que c'est le nouveau monde qui arrive et c'est nos enfants qui seront les principaux acteurs de ce monde-là. Donc on peut pas leur interdire leur futur outil de production. Et vous, monsieur le député, vous pensez que c'est possible d'interdire les réseaux sociaux ? Moi, je crois vraiment qu'il faut vraiment se pencher sur cette question d'interdire. Alors le curseur, est-ce que c'est 15 ans, 16 ans, 13 ans ? C'est un détail presque dans le sujet, mais je crois qu'il faut vraiment qu'on se penche là-dessus. Il faut que quelque part ça devienne aussi anormal. Aujourd'hui, vous voyez un enfant de 10 ans boire une vodka et fumer une cigarette, tout le monde se dit mais c'est pas possible. Oui, on marche sur la tête. C'est pas possible. Il faudrait que demain on arrive à se dire la même chose d'un enfant de 10 ans qui regarde des contenus pornographiques, qui cyberharcèle ou est cyberharcelé, qui passe des heures sur les réseaux sociaux à regarder, pardonnez-moi l'expression, mais n'importe quoi parfois, franchement. Il n'y a pas que du pédagogique, il n'y a pas que du bon. Il faudrait que ça devienne aussi dangereux qu'un enfant qui consomme de l'alcool et fume une cigarette. Mais comment on peut interdire l'accès aux enfants ? Moi, c'est ça que je n'arrive pas à comprendre sur ça, parce que déjà, on ne demande pas de carte d'identité aux gens pour s'inscrire sur les plateformes. Donc ça veut dire que à n'importe quel moment, l'enfant va mentir et va dire qu'il a 17 ans ou 18 ans. Donc en fait, le problème, pour moi, il n'est pas pris à la racine, il est pris là en surface. C'est-à-dire que... Alors, ouais. C'est effectivement, c'est un gros sujet, la vérification de l'âge. Alors, il y a déjà les parents qui devraient être un premier filtre. Je reprends TikTok. TikTok, normalement, il faut avoir 13 ans. Révolu, hein. Mais bon, sauf qu'on sait que malheureusement, 50% des enfants à partir de 9 ans sont sur TikTok, alors qu'ils ne devraient pas l'être. Donc il y a effectivement ce problème de vérification de l'âge. Donc il y a des dispositifs à imaginer. Là aussi, ça fait un moment qu'on aurait dû le faire. On se pose la question aujourd'hui, c'est un peu tard, hein, il y a 25 millions d'utilisateurs TikTok en France. Mais il faut qu'on se pose vraiment ces questions, tant vis-à-vis des opérateurs que de la vérification de l'âge par les plateformes. Alors, nous, on n'est pas pour une vérification massive avec une identité numérique européenne parce que derrière tout ça, il y a une idée un peu de fichage et de contrôle un peu des libertés, parce que dans cette identité numérique, on va tout y mettre, le carnet de santé, le permis de conduire, les notes à l'école, etc. Donc on n'est pas forcément favorable à ça. Mais en revanche, il y a une vraie réflexion technique à se poser. Ouais. Jimmy. Oui, alors je suis absolument pas d'accord, parce que l'interdiction je pense pas que ce soit la bonne solution. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, le monde qui va se mettre en place, c'est un monde dans lequel le numérique, les algorithmes seront très présents. Et nos enfants vont évoluer dans ce monde-là.
Et à la base, les réseaux sociaux peuvent être utilisés aussi, notamment quand vous avez créé une entreprise, vous avez besoin de faire de la publicité. Je prends un exemple, vous avez besoin de mettre en avant, faire de la publicité pour votre entreprise. Ça, c'est un élément clé de fonctionnement. Si nos enfants peut-être, par exemple, viennent à créer une entreprise. Donc, ça veut donc dire, à un moment, il faut prendre en considération que nos enfants vont évoluer dans ce monde-là. Donc, c'est pour ça que je priorise l'approche pédagogique plutôt que l'interdiction. Et il y a un danger avec l'interdiction. Parce que si vous interdisez à un enfant, à un adolescent, d'utiliser une totale interdiction des réseaux sociaux, à un moment ou à un autre, de toute façon, vous pourrez pas l'interdiction à 100% n'existe pas. À un moment, il va utiliser les réseaux sociaux en secrète, en douce, en loose day. Il va aller chez une copine, un copain. Il va utiliser les réseaux sociaux et au final, alors qu'à la base, on aurait pu prioriser une approche pédagogique leur permettant de leur apprendre ce qu'est un danger. Moi, c'est ce que j'ai fait. Attention, il y a les réseaux sociaux, il y a tel danger. Tu as des personnes qui sont mauvaises, qui ont de mauvaises intentions, etc. Il faut utiliser des mots qui sont choquants parfois. Leur dire qu'il y a des personnes qui veulent faire du mal aux enfants. Alors, on rappelle... Donc, il faut leur apprendre le danger pour qu'ils puissent anticiper un peu plus. On rappelle à nos auditeurs, très important, qu'il y a un parquet national de la lutte contre la haine en ligne qui a été créé il y a quelques années, donc c'est assez récent, pour lutter contre le cyberharcèlement. Donc aujourd'hui, l'État a quand même fait, on peut pas lui enlever, a mis quelque chose en place d'assez exceptionnel. Monsieur le député, vous voulez réagir à ça ? Oui, je voulais réagir à ça parce que, par rapport à ce que disait monsieur à l'instant, et je voulais aussi répondre à votre auditeur de tout à l'heure, à un moment vous dites... les enfants, aujourd'hui, ils vont vivre dans un univers numérique, ils vont avoir besoin, donc on ne peut pas leur interdire jeunes. Mais attendez, à un moment donné, l'automobile, on a dit non, le permis de conduire, c'est 18 ans.